Alors, il y a bien évidemment une image qu'a le Qigong, qui est une branche de la médecine chinoise, l'image d'une sorte de méthode visant à entretenir la santé et à préserver la longévité. C'est un des grands principes. Pour autant, si le Qigong ne servait qu'à cela, eh bien, il serait bien vain, parce que à quoi bon être en bonne santé, à quoi bon vivre longtemps, puisque à quelques années près, ça revient au même. Si vous prenez un peu de recul, vous voyez que mourir à 70 ans, ou à 75 ans, ou à 80 ans, ou à 90 ans, c'est pas la question de la durée de vie, c'est la question de qu'est-ce qui se passe pendant qu'on vit. Et puis, si on est en bonne santé et malheureux comme les pierres, ou si on est avec une santé fragile, mais fondamentalement très heureux, très épanoui, on voit bien que la santé et la longévité, ce n'est pas le vrai problème. Ce sont des moyens. Parce que, dans le fond, si on peut être très heureux et en bonne santé, c'est quand même mieux que très heureux et en santé fragile. Et puis si on peut être en bonne santé et heureux longtemps, eh bien ça donne plus d'opportunités de densifier la conscience que si on a une très belle santé, mais malheureusement on meurt de façon prématurée sans avoir eu le temps de faire le plein pour soi-même. Et c'est fort dommage. Donc les Chinois taoïstes, les anciens taoïstes qui étaient des alchimistes de la spiritualité, qui prenaient donc du plomb pour le transformer en or, c'est-à-dire ils prenaient de l'énergie vitale pour la transformer en énergie spirituelle par des pratiques de préservation et de cultivation de l'essence. Eh bien, ils ne visaient pas simplement la santé et la longévité, ils visaient la santé et la longévité comme moyen pour optimiser nos chances de réussite dans l'alchimie intérieure. Donc bien évidemment, le Qigong n'est pas qu'une pratique corporelle, ce n'est pas qu'une méthode qui vise à entretenir la santé, c'est dans une perspective non duelle et spirituelle, le Qigong est beaucoup plus que ça, c'est d'abord un art de vivre, c'est un art d'être au-delà de la naissance et de la mort. C'est une façon d'être tout court. Alors pendant cette vie, on est intimement intriqué avec un corps qu'on a hérité d'une filière génétique, qui est donc chargé d'un code génétique qui a été strié par les différentes sédimentations de l'expérience humaine au sein de la cellule. Et puis on a reçu une éducation, on a traversé un début de trajectoire, quel que soit l'âge auquel on se présente pour pratiquer dans cet instant-là le Qigong. On a l'histoire d'une journée, l'histoire d'une année, l'histoire de toute une vie qui est là présente. Et il s'agit, quelles que soient nos ambitions ou nos prétentions éventuelles sur le plan spirituel, ce qui serait d'ailleurs absurde, en tous les cas, quelle que soit la perspective que l'on nourrit à propos du Qigong, il s'agit toujours de fluidifier, de ne pas laisser stagner ni s'épuiser les énergies. Alors, il y a les énergies qui rentrent dans le corps ou qui rentrent dans la conscience, parce qu'on va parler de nourriture, on va parler d'oxygène, on va parler aussi d'information, on va parler de sentiments, de pensées. Il y a ce qui sort, donc il y a les déchets, mais évidemment il y a tout ce qu'on dit, il y a tous les actes qu'on pose, il y a les émotions qu'on exprime par des crises de sanglots, des crises de colère, etc. Et puis il y a l'émanation physique du corps qui est en activité. Il faut être très attentif à ce qui sort du corps pour que ce soit fluide. Il y a ce qui circule à l'intérieur du corps. Évidemment, il y a le sang et il y a le chi, mais il n'y a pas que ça. Il y a les connexions neuronales, les hormones, la lymphe, etc. Et puis, il y a tout ce qui est stocké dans le corps. Et pour les Chinois, c'est principalement le Jing, l'essence séminale ou énergie vitale primordiale. Donc il faut veiller à ce que ces quatre grands flux, ce qui entre, ce qui sort, ce qui circule et ce qui est stocké, ne doivent ni s'épuiser ni stagner. Ça doit toujours être en mouvement. Alors aujourd'hui, la grande mode, c'est d'aller courir. Parce qu'on a constaté que les êtres humains, du moins en Occident, étaient trop sédentaires, donc on leur dit courez. Donc
il y a ceux qui vont au club de gym ou au club de muscu et puis qui se font des muscles de bibendum. Et puis il y a ceux qui, et alors quand ils vont s'arrêter, évidemment, ça va pas du tout bien se passer pour eux, parce que on n'est pas fait, à moins d'avoir une vie de bûcheron, on n'est pas fait pour prendre des produits qui gonflent exagérément les muscles, et même si on ne prend pas ces produits, pour soulever, comme ils disent, de la fonte en souffrant, parce que l'idée des salles de musculation, c'est no pain, no gain. C'est-à-dire qu'il faut faire souffrir, il faut casser la fibre musculaire pour qu'en se reconstruisant, elle gagne en force et en volume. Donc ça, c'est un processus naturel, mais de là à le pousser au paroxysme pour, à des seules fins, de gonfler la musculature au détriment, la plupart du temps, de la souplesse du muscle et de l'équilibre entre les muscles antagonistes, avec les muscles antagonistes. Donc en gros, on se fait des pectoraux pour les hommes et puis des gros biceps pour avoir l'air costaud. Et puis pour les femmes, on se fait je sais pas quoi, les fesses et les abdos pour avoir l'air d'une fine guêpe. Mais pour finir, on ne respecte pas l'écologie du corps et on ne respecte pas la beauté intrinsèque de cette forme-là. Donc l'autre version moderne, c'est d'aller faire du footing, de la course à pied. Alors vous avez des gens dont c'est la spécialité, qui adorent ça, qui sont doués pour ça, qui sont techniquement bons, qui ont les bons équipements et qui courent là où il faut. Puis vous avez, ils sont très peu nombreux, vous avez tous les autres qui courent n'importe comment, qui se font mal aux articulations, qui se tassent les vertèbres, qui courent dans le froid sans échauffement et qui se font du mal aux poumons, qui se surchargent le cœur, on les voit courir bouffis comment dire, d'efforts, de crispation, tout rouge, le visage crispé par des douleurs finalement, par de la contrainte qu'ils opposent à leur corps, et ils courent, et ils courent, et ils courent, et ils courent. Alors vous avez ceux qui courent une demi-heure, bon bah ils sont pas trop de mal, mais vous avez ceux qui courent 2-3 heures, ou qui font du vélo comme des fous le week-end pour se passer leurs nerfs. Alors, au-delà du fait que c'est peut-être un rituel social pour être avec les copains, ou ceux qui font des randonnées extrêmement exténuantes en montagne ou autre, parce qu'ils sont à la recherche de l'intensité, de l'effort physique pour peut-être se trouver, mais personne ne s'est jamais trouvé, dans rien du tout d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de se trouver, on ne s'est jamais perdu. Et si on demande au travail, au sport, à l'art de nous trouver, on lui demande trop. On ne se trouvera jamais ni dans l'art, ni dans le sport, ni dans la sexualité, ni dans la drogue, ni dans rien. Donc, quelque part, toutes ces activités qui sont extrêmes, le, le, les workaholics, ceux qui travaillent trop, ceux qui sont sexuellement addicts et qui ont une trop grande activité sexuelle, ceux qui ont une trop grande activité intellectuelle, qui lisent, qui lisent, qui lisent et ils ne peuvent pas s'arrêter de lire, ou qui regardent la télé, la télé, la télé, ils ne peuvent pas s'arrêter de regarder des programmes, c'est trop, ce n'est pas le respect des équilibres. Et tout ceci fatigue le cerveau et le corps. Le principe du Yangsheng, pardon, c'est de privilégier des activités qui vont nous recharger, comme si on aime la peinture, si on aime la musique, si on aime la cuisine, manger ou préparer de la cuisine un peu, mais pas au point d'être épuisé. C'est d'aller marcher dans la nature, mais pas de faire forcément tout le temps des randonnées. Ça peut être intéressant de faire une randonnée qui est un peu épuisée de temps en temps, ça fait du bien. Ça refait un reset, mais à condition de ne pas se faire mal et de ne pas avoir d'accident. Parce que pour une sortie en montagne où on a un accident qui nous bloque pendant des mois et des mois parce que on s'est fait une élongation, on s'est cassé une jambe, etc. Ben c'est bien dommage. C'est un bien mauvais calcul que d'avoir fait tout ça pour être en bonne santé et avoir du plaisir, alors qu'en fait on va souffrir et être en mauvaise santé à cause de ça. C'est donc une mauvaise stratégie. Alors évidemment, on n'a pas des accidents et on n'a pas des blessures à chaque fois qu'on fait du sport. Mais regardez les sportifs, ils ont sans arrêt, beaucoup d'entre eux ont sans arrêt des blessures. Tous les ans, ils en arrivent des blessures. Alors tous les ans, ils s'en remettent. Mais est-ce que c'est un bon calcul pour être équilibré, pour être en bonne santé, pour être en pleine forme? C'est peut-être mieux que d'être complètement stressé parce qu'on ne peut pas évacuer
nos surplus d'émotions et surplus d'énergie, mais il y a d'autres moyens d'évacuer et de recycler et de transmuter ces énergies que de les dépenser bêtement en courant ou en faisant des choses extravagantes qui mettent la vie en danger, la sienne et celle d'autrui. Parfois, quand les gens font des expéditions en montagne et qui se cassent la figure dans des crevasses et qu'on est obligé de l'aller chercher en hélicoptère au détriment enfin, au risque de la vie des pompiers et des secouristes, et puis ça coûte à la société des fortunes pour les hospitaliser, etc., et les garder des fois dans le coma pendant des mois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que la personne qui fait ça, ou une société qui promeut ce genre de comportement, n'est pas très responsable. Parce que d'un côté, on nous serine qu'il y a des trous de la sécurité sociale, etc., ce qui nous culpabilise et nous fait peur, et de l'autre côté, on encourage des pratiques qui sont absurdes. Donc on est en pleine contradiction dans ce domaine-là comme en tant d'autres. Pour revenir à notre propos, si on veut entretenir la santé, il faut entretenir l'équilibre. Et l'équilibre, ça passe d'abord par un enracinement dans une respiration dite abdominale, c'est-à-dire la respiration par l'abaissement et le remonté du diaphragme, pour masser l'abdomen et les viscères, et pour ce qu'on appelle nourrir le dantian. Les Chinois appellent le dantian un centre énergétique, un plexus qui se situe sous le nombril et qui est censé être le chaudron dans lequel sont stockées les énergies vitales. Donc il faut nourrir plutôt qu'épuiser cette réserve d'énergie. Alors évidemment, la sexualité est une chose magnifique, surtout quand l'érotisme est empreint d'amour et de spiritualité, et donc de conscience, mais il faut préserver une forme d'économie, notamment quand on avance en âge, et notamment l'hiver. Ce sont des principes qui sont connus depuis des millénaires en Chine, pas que en Chine, je vous rassure, dans l'Ayurveda ils le savent aussi, puis dans toutes les traditions du monde, ça tombe sous le sens. Parce que copuler comme des étourneaux, ça va bien quand on a 20 ans, et ça va nulle part. Mais enfin, chaque chose en son temps. C'est sans doute une belle expérience à vivre. Mais en même temps, quand on arrive au bout de l'impasse, on se dit, bah, c'était peut-être pas par là qu'il fallait aller. Donc il faut cultiver la finesse, le raffinement. Et puis le raffinement, pour le raffinement, sans amour et sans conscience, eh bien c'est ridicule en fait, c'est du temps perdu. Donc, et quand il y a la conscience et quand il y a l'amour, il y a moins le besoin compulsif. Et donc l'économie sexuelle ne procède pas d'une restriction, d'un réfrénement, ça participe tout simplement d'un art de vivre. C'est comme quand vous êtes repu et on vous propose à manger. Vous voulez bien manger un petit peu, mais modestement, vous n'êtes pas affamé, vous n'avez pas besoin de vous jeter sur la nourriture, vous n'en faites pas une obsession. Voilà. Donc l'économie sexuelle, c'est comme l'économie alimentaire. Il ne faut pas faire des régimes, il ne faut pas se priver de manger, il ne faut pas se priver de sexualité. Il faut juste trouver l'équilibre en passant par l'intérieur plutôt que d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui est censé nous remplir, comme si on avait un vide. Il faut plutôt explorer l'intérieur pour toucher la plénitude et constater qu'il n'y a jamais eu de vide, et faire rayonner cette plénitude à l'extérieur, et à ce moment-là, tout est bon, aucune consommation n'est interdite, tant qu'elle ne fait de mal à personne, et qu'elle ne contredit pas les lois de l'écologie du corps. Si vous prenez des drogues, on va dire, bah, il n'y a pas de tabou, non, il n'y a pas de tabou, sauf que ça fait du mal au corps. Donc c'est probablement pas très bon. Après ça n'a rien à voir avec la moralité ou la loi, ça a à voir avec le fait que ce n'est pas juste par rapport à l'équilibre du corps. Voilà. Et la sexualité, c'est pareil. Il n'y a pas de propos moralistes, en tout cas pas chez les Chinois quand ils parlent de Yangsheng. Et pas chez moi quand je relaye ça dans ce petit diaporama. Et puis, l'air de rien, ils insistent, nos amis chinois, sur le fait qu'il faut garder le bas du corps au chaud. Alors, les pieds, les reins, parce que c'est l'énergie. Les pieds, finalement, c'est la source le méridien des reins commence sous les pieds, et les reins, c'est là où se stocke l'énergie vitale. Il ne faut jamais blesser l'énergie des reins. Il ne faut jamais prendre un coup de froid sur les reins. Il ne faut jamais garder les pieds froids. Voilà, c'est la racine de la vie. Il faut la préserver. Alors ce sont des principes simples, mais quand on les connaît, quand on les applique, ça va tout de suite mieux.
Si vous baladez pieds nus, que vous avez les pieds chauds, ben, aucun problème. Mais si vous restez à travailler sur votre ordinateur avec les pieds qui se refroidissent, il faut se rendre compte, il faut se lever, il faut mettre des bonnes chaussettes et des chaussons qui vont bien. Peut-être il faut marcher un petit peu, peut-être faut-il faire un bain de pieds pour se réchauffer les pieds un bon coup et reprendre le travail à ce moment-là. Alors ça fait un petit peu papy-mamie, mais ça n'a aucune importance, parce qu'au lieu d'être malade le lendemain, vous resterez en pleine forme et vous gagnerez énormément de temps. Et puis, les gens, comment dire, qui ne prennent pas ces précautions, eh ben, ils sont malades. Ils attrapent la crève. Peut-être pas cette soirée-là, mais comme leur immunité a été, comment dire, baissée, et comme l'énergie des reins a été blessée, et qu'ils ont perdu de l'énergie vitale, ils ont perdu en immunité, et c'est le lendemain ou le surlendemain qu'ils vont avoir une indigestion, ou un coup de froid, ou un mal de tête parce qu'un excès de ceci ou de cela dans leur alimentation, qui d'habitude s'encaissent très bien, mais cette fois-ci, comme on n'a pas les réserves, parce qu'elles ont été plombées par une mauvaise pratique de la chaleur dans l'arrière et le bas du corps, eh ben, on va tomber malade. Alors, c'est pas grave, hein, vous me direz. Moi, comme vous, j'ai été malade plein de fois dans ma vie, mais c'est pas ça qui m'a tellement apporté le plus. Hein. C'est pas ça qui était le plus passionnant. Vous aimez, vous, avoir le nez bouché pendant 5-6 jours, les yeux qui pleurent, et puis les lèvres toutes gercées, et puis ensuite tousser comme un beau diable, et puis que ça dégénère, ça fasse le yo-yo, ça monte, ça descende. Vous allez chez le médecin, il vous fait des antibiotiques qui sont pires que tout, etc., etc. Et puis 3 semaines après, vous avez du mal à vous en sortir, vous êtes fatigué, à chaque fois que vous toussez, ça vous lance dans la tête et vous voyez des étoiles. Bon, moi j'ai connu ça parce que je gérais très mal, notamment ça, le refroidissement. Ça dépend sans doute des terrains. Il y a des gens qui n'ont jamais de gastro, il y en a qui en ont tout le temps, il y en a qui n'ont jamais mal à la tête, il y en a qui vomissent jamais, et d'autres qui connaissent ce petit malheur. Donc voilà, selon les terrains, selon les typologies d'individus, on est sensible, on est client pour certaines maladies, certains désordres ou d'autres, mais de toute façon, on est tous dans la nécessité de préserver l'énergie vitale et donc de protéger l'énergie des reins qui passe par l'arrière, les lombaires bien sûr, et puis les pieds. Alors bien évidemment, dans ces notions de Yang-Sheng, il faut s'aligner avec les énergies extérieures, il faut que l'intérieur ne soit pas en opposition à l'extérieur, et donc il y a des grandes symboliques là du yin et du yang, et puis des 5 éléments. Évidemment, il faut un bon équilibre de la nuit et du jour, donc de l'activité et du repos, il faut de l'obscurité et de la lumière, et puis il faut manger de façon équilibrée des aliments qui sont en correspondance avec les 5 éléments. Et puis, il faut respecter le rythme des saisons. Alors, les Chinois parlent de 5 saisons et non pas de 4. On ne va pas rentrer là-dessus là maintenant. Mais ce n'est pas une erreur, c'est pas une faute de frappe. C'est simplement que dans leur système, il y a 5 éléments, 5 saisons. De même que dans l'autre, on a éther, feu, air, terre. Il y a 4 éléments plus 1 qui est l'éther, ce qui donne effectivement 4 saisons plus 1, qui sont les transitions, les intermédiaires entre chaque saison, qui ont des points communs entre elles. Prenons l'exemple de la série de Qigong qu'on appelle les Wuxing, qui sont des pratiques qui étirent les méridiens en relation avec les 5 éléments. Et bien évidemment, on va équilibrer les énergies en soi, on va nourrir les 5 organes qui correspondent aux 5 éléments, et on va renforcer les méridiens qui sont les méridiens fondamentaux de la santé et de la vitalité. Au-delà de ça, l'alignement avec les 5 éléments va donner ces 3 choses que je viens de dire, mais va donner aussi encore plus fortement, si on regarde d'un point de vue de la conscience non duelle ou de la magie chamanique, une alliance avec les forces du vivant. C'est être en unité avec ce qui est, que de respecter dans nos actes, dans nos paroles, dans nos émotions, dans nos pensées, les lois de la vie, les lois du vivant, en les interprétant à notre manière pour prolonger l'intention de la vie au travers de nous. Alors ceci pourrait être une sorte de définition de ce qu'est l'écologie vraie. Comment voulez-vous préserver des lacs, des forêts et tout ce que vous voudrez si vous pensez de travers? Et comment voulez-vous penser juste quand votre corps, quand vos énergies, quand votre conscience est tout infectée
de toute chose que vous avez mal comprise, de toute forme d'émotion qui déforme votre perception du réel, parce que vous n'avez pas travaillé sur vous-même, parce que vous n'avez pas purifié votre mental, parce que vous n'avez pas clarifié les choses, vous n'êtes pas dans le bon alignement. Alors oui, l'écologie vraie dont on a tant besoin à notre époque où l'humanité saccage la nature, eh bien, elle commence modestement, mais courageusement, par l'écologie de notre propre esprit, l'écologie de nos propres énergies, avant de donner des leçons aux autres, ou de militer, ou d'aller ramasser des papiers gras dans les forêts, et pourquoi pas le faire, ou bien faire le tri dans les poubelles jaunes du pain et des jeux pour le peuple. Pendant ce temps-là, l'empereur s'amuse, l'empereur romain. Eh bien, je ne sais pas, je vise personne en disant ça, mais bien sûr on nous occupe en nous faisant faire du tri sélectif, alors que le problème n'est pas là, même s'il faut le faire par ailleurs. Mais pendant qu'on s'occupe de petites choses totalement dérisoires, les industriels, l'armement et oui, c'est essentiellement ça, et l'agriculture polluent mais à mort la planète. Et nous, on nous demande de faire 0,003% de modifications sur nos comportements. Ben, c'est pas ça. On nous demande de faire des efforts qui vont avoir un impact absolument dérisoire. Voilà. Et bon, ça nous donne peut-être bonne conscience, en tout cas ça nous rassure, on a l'impression de participer à quelque chose de bien, alors on peut continuer à roupiller pendant que le monde court à sa perte à cause de considérations qui ne tiennent pas compte de l'écologie vraie. Parce que si chaque individu faisait cet effort et cette démarche, je ne dis pas que tout le monde doit la faire, je dis si tout le monde la faisait, les questions de préservation de l'environnement ne se poseraient pas. Parce que quand on est heureux, quand on est en paix, quand on est tranquille, on n'a pas besoin de tous ces excès. Et on n'a pas besoin d'aller inventer des plans sur la comète pour je ne sais quelle farfeluterie et je ne sais quel plan échevelé, totalement décorrélé des grands principes de l'amour, de l'équilibre, de l'esthétique. On ne va pas ratiboiser les forêts, racler le fond des mers, saloper l'espace aérien avec toutes sortes de casseroles qu'on balance et qui finiront bien par retomber. Enfin, tout ce genre de choses n'aurait pas lieu si on était simplement équilibré individuellement. Bon, alors là, c'est peut-être une utopie parce que dans l'humanité, peut-être il ne se peut pas que tout le monde soit au clair en même temps. Et peut-être qu'il n'est pas possible ou nécessaire que l'humanité en ce moment ait la sagesse que manifestement elle n'a pas. Dès lors, il n'y a pas besoin de déplorer qu'elle en soit là où elle en est là où elle en est et puis c'est tout. Mais soi-même, si on cherche à comprendre et à être juste, eh bien il faut cultiver l'écologie vraie en commençant par soi-même. Alors un autre principe euh, dans cette notion d'écologie, c'est que les choses prennent un certain temps. Il y a un temps incompressible qui est celui des lois du vivant. Eh bien, un proverbe ou un adage chinois pourrait être le suivant. Petit à petit, le cuistot cuit son riz. Ça m'amuse. Cette petite image renvoie à, justement, il faut prendre le temps de, de distiller en soi, dans la conscience et dans tout ce qu'on fait en Qigong. Ça prend du temps à s'inscrire dans les neurones, à la fois du cerveau et les cellules du corps. Et puis les circuits énergétiques aussi prennent du temps à s'infléchir. Il faut se rendre compte qu'on a mis toute une vie à tordre notre colonne vertébrale. C'est pas en une séance de kiné qu'on va la redresser à tout jamais. Il va falloir du temps pour retravailler les choses, pour remettre dans le bon alignement les pièces osseuses. Alors ce qui est vrai pour les os est vrai pour les muscles, est vrai pour les neurones, est vrai pour l'énergie. Il y a un adage qui dit le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Si bien qu'il faut dans la pratique être régulier. Ce principe-là est peut-être étonnant, mais il vaut mieux faire 10 minutes par jour que 1 heure par semaine. Il vaut mieux faire 1 heure par jour que un stage le week-end de 2 fois 8 heures. Il vaut mieux pratiquer un peu toute l'année que de faire un stage de 5 jours l'été et pas du tout pendant le reste de l'année. Évidemment, si vous pouvez travailler 1 heure par jour, plus une journée le week-end, plus faire des stages l'été, ben vous devenez un spécialiste du Qigong. Mais on ne parle pas de ça ici, on parle de Yangsheng, on parle de préserver le capital vital, on ne parle pas de devenir un expert. Voilà. Donc pour ça,
Je ne dis pas que 10 minutes par jour suffisent, mais 10 minutes par jour, c'est déjà énorme. Faites-vous 10 minutes par jour, tous les jours que Dieu fait. Prenez-vous soin de votre corps depuis des années et des années. Je ne parle pas depuis l'année dernière ou depuis le mois d'octobre, mais depuis des années, et encore pendant les 50 ou 30 ans qui vous restent à vivre, en admettant que ce soit cette durée-là, allez-vous faire ne serait-ce que 10 minutes par jour? Eh bien, relevons le challenge. Faisons ces 10 minutes par jour. D'ailleurs, très vite, on va se rendre compte que c'est pas beaucoup. Parce que 10 minutes, c'est le temps d'une très brève méditation. Si on veut faire un petit peu de Qigong, c'est 10 minutes, un quart d'heure, et quand on y a du goût, c'est rapidement 1 heure, et ainsi de suite. Ce ne serait pas aberrant de faire 2-3 heures de pratique par jour, tous les jours, si vous aimez ça. Mais des fois, on aime ça, mais on n'a pas le temps. Alors, 10 minutes par jour, c'est déjà énorme. Et 10 minutes par jour, vous pouvez faire des automassages, vous pouvez faire une petite assise en silence, vous pouvez faire quelques mouvements devant votre fenêtre pour respirer, et déjà, vous allez mettre en œuvre des grands principes du Yang-Sheng, et vous allez entretenir votre capital vital d'une manière très conséquente. La régularité et la tenue de nos pratiques dans le temps est la clé qui va progressivement infléchir notre état d'être, notre état d'âme. Et donc nos émotions, qui sont généralement, c'est là que se passent les grandes hémorragies d'énergie, c'est quand on a des grandes colères, des grandes peurs, des grandes angoisses. Alors des fois les gens ne sont pas angoissés comme ça, ils ne sont pas stressés comme ça, sauf qu'ils ont une angoisse permanente qu'ils masquent à leurs propres yeux euh, par différents comportements addictifs, que ce soit de se disputer, ou ce soit de regarder la télé, ou ce soit de faire énormément de sport. Tout ça pour éviter de faire face à l'émotion qui est là, qui n'est pas vue, et qui ne veut pas, et que l'on ne veut pas voir. Alors ça provoque des hémorragies émotionnelles, soit parce que l'émotion est réprimée, mais elle est là, elle sourd à l'intérieur, et c'est pas du goutte à goutte, c'est à gros goulot que part l'énergie, soit parce qu'il y a des débordements émotionnels, et auquel cas c'est à peu près la même chose, sauf que c'est plus extérieur et donc ça se voit. Voilà. Mais il est évident que les très grandes colères nous font baisser l'immunité, les très grandes tristesses aussi, les très grandes frayeurs également. Ça c'est pour les très grandes crises, mais la colère qui se transforme en rage, la tristesse qui se transforme en dépression, la peur qui se transforme en angoisse, c'est extrêmement nuisible. Voilà. Et même trop de joie, la joie frénétique, c'est pas bon. C'est peut-être bon, sympa de passer une soirée sympathique avec des amis en rigolant, mais les gens qui passent leur temps à rire à tout bout de champ pour rien, on voit bien que ça va pas bien, quoi. Il n'y a rien de drôle, pourquoi tu rigoles? Alors on va dire, bah dis donc, t'es méchant, tu veux pas que la personne soit heureuse, mais c'est pas qu'elle est heureuse. Ça n'a rien à voir. Le rire hystérique, le rire maladif, le rire qui embête tout le monde dans les restaurants parce que les gens veulent montrer qu'ils sont contents au lieu de l'être tout simplement, eh bien c'est pas du tout de la joie de vivre. C'est au contraire un rire qui traduit un grand malaise. Bon, alors c'est très bien que les gens rient, vaut mieux qu'ils rient plutôt que qu'ils pleurent, c'est pas la question. Mais ces débordements émotionnels des grandes liesses populaires n'ont pas que du mauvais, mais ça n'a pas que du bon pour ceux qui passent leur temps à ça et qui vont faire la fête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, indépendamment des substances qu'ils prennent, des nuits blanches qu'ils passent, etc. Mais simplement l'espèce de surexcitation permanente qui est liée à la joie, donc une émotion dite positive, ce n'est pas bon, parce que ça procède d'un déséquilibre, et ce n'est pas bon pour l'écologie du petit système que nous sommes. Alors ne vous trompez pas, je ne suis pas en train de vous faire un prêche à Notre-Dame en disant faut pas faire ci, faut pas faire ça, chacun fait bien comme il veut. Et puis il ne s'agit pas d'être quelqu'un de mièvre qui n'ose rien, qui n'ose pas sortir de chez soi parce qu'il a trop peur de s'enrhumer et qui met ses petits pieds dans une bassine d'eau chaude et puis un petit bonnet sur sa tête au cas où il y aurait un coup de vent dans la maison. Bien sûr que non. Néanmoins, les Chinois ont observé que les excès de vent, les excès d'humidité, les excès de froid, de même que les excès d'émotion, ont un effet énergétique qui bloque le chi en passant par les articulations, et du coup, ça crée des problèmes physiques, des problèmes énergétiques, bientôt des problèmes émotionnels et des problèmes mentaux. Et oui. Et donc, quand on sait ça, c'est quand même pas sorcier d'éviter de se foutre dans les courants d'air, ou d'éviter de se mettre dans du trop chaud ou dans du trop froid.
Il y a des gens, par exemple, qui font un sauna, puis ensuite qui prennent une grande douche glacée. Bah, tant mieux si ça leur fait du bien, mais c'est pas du tout sûr que ce soit si bon que ça pour leur réserve énergétique. Alors je dis pas que des Japonais, dans des contextes traditionnels, ou des Russes, ou est-ce que je sais moi, ou des Indiens d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, qui font des temples de sudation, puis c'est sous contexte d'une culture qui a ses bonnes manières, ses bonnes pratiques, puis il y a peut-être de bonnes raisons de faire comme ils font. De même que dans les pays chauds, où ils mangent très épicé, il y a sans doute des bonnes raisons. Mais ici, dans un climat tempéré, si vous mangez aussi épicé que les gens des pays chauds, vous allez vous bousiller l'estomac, puis c'est tout. Euh, il faut s'adapter. Donc, je parle des, entre guillemets, des pervers climatiques, c'est une mauvaise traduction sans doute d'un terme chinois qui n'a pas son pendant en français, mais il y a des mauvaises énergies, je ne sais plus comment ils appellent ça, qui sont ce qui est écrit là, et dont il faut se prémunir, parce que sinon, sans être craintif en disant que les mauvais esprits vont s'insinuer, oui, il y a des formes de malaise qui prennent le pas sur l'équilibre énergétique du corps et qui ensuite vont générer des symptômes physiques et émotionnels. Et peut-être même des événements dans la vie qu'on attire en prenant froid. Ça paraît bizarre de dire ça, mais comme tout est dans tout dans une perspective systémique, les événements extérieurs ont une répercussion intérieure et les événements intérieurs ont une répercussion extérieure. Alors on a parlé de ce qu'il fallait éviter, mais on peut parler aussi de ce qu'il faut privilégier, favoriser, c'est de nourrir le cœur qui est le maître organe. Et donc on a dit qu'il ne fallait pas trop fatiguer le corps et qu'il ne fallait pas trop saturer la tête. Par contre, il ne faut pas non plus saturer le cœur, mais il faut le nourrir. Alors pour ça, il y a des attitudes ou des qualités qui ont été repérées et qui participent de cette santé de l'organe cœur. Alors c'est pas le cœur physique, hein, c'est l'énergie du cœur, c'est le cœur énergétique, mais le cœur physique aussi, hein, il est en lien avec ce cœur énergétique. Cultiver la bonté, la douceur, l'amitié, l'affection, la tendresse, être doux, être humble, pas se la raconter, pas se la ramener, pas besoin de prétendre quoi que ce soit, pas la peine de nourrir des ambitions, rester simple, ce qui ne veut pas dire voir petit, on peut voir grand, mais sans se prendre pour l'objet de sa vision. C'est pas parce que je conduis un empire que je suis un empereur. Je ne suis rien, comme tout le monde. Par contre, la vie m'a donné deux mains pour gérer un volant, et donc je conduis un véhicule, et selon comment tombe la loterie, j'ai plus ou moins de qualité intellectuelle, plus ou moins de chance dans la vie, plus ou moins d'aide au départ, ou plus ou moins de difficultés au départ, qui font que je vais être aidé par ces difficultés, ou ralenti par ces difficultés, aidé ou ralenti par les aides de mes parents ou autres. Et donc, peu importe, je n'ai pas à m'attribuer ni la culpabilité ni les mérites de ce qui m'arrive. Par contre, j'en dois en assumer la responsabilité en faisant de mon mieux, avec humilité et dignité. Et donc je vais être simple, parce que je vois midi à ma porte, et donc je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui et dans l'instant, qui que je sois, PDG ou balayeur. Et il s'agit de nourrir du contentement, de la joie d'être. Il ne s'agit pas d'avoir des plaisirs, il ne s'agit pas de courir après des gratifications, il s'agit d'être dans un état de gratitude, dans un état de contentement. Ah, le yoga l'a vu aussi, hein, avec des termes comme samtosha dans les... Mais bon, on en parlera dans un autre diaporama s'il le faut. Mélangeons pas de trop, sinon tout va être confus. Mais évidemment, les grandes traditions se rejoignent sur l'essentiel. Donc, bonté, douceur, humilité, simplicité, contentement et sentiment de gratitude vont être des attitudes qui vont privilégier la santé et le Yangsheng, la longévité. Alors, on va terminer maintenant par notre pratique de Qigong. Évidemment, l'alignement postural va favoriser la bonne circulation du Qi. Bien sûr, tout ce qui fait circuler l'énergie, c'est-à-dire les mouvements et également les massages. Alors, il y a les automassages qu'on peut se faire soi-même, donc, et puis les massages qu'on peut recevoir,
quelle que soit la tradition qui propose le massage, les massages ont tous en commun le fait de faire circuler l'énergie. Également, la confirmation affective qui est offerte à celui qui reçoit le massage parce qu'un autre être humain prend soin de lui. Après ça, selon les techniques de massage, selon les cultures dans lesquelles ils sont pratiqués, ça peut prendre une signification, avoir des effets ou d'autres, mais ce sont des subtilités par-dessus le marché, sachant qu'au départ, le massage, d'abord, ça fait circuler l'énergie. Alors, nous en Qigong, nous pratiquons des mouvements doux, lents et conscients. Alors, pourquoi pas des mouvements rapides, des mouvements brusques et des mouvements sans y penser? Si vous êtes là à écouter ce diaporama, la réponse vous tombe sous le sens, mais je vais quand même l'articuler un petit peu. Si on fait des mouvements comme ça, c'est pas une question de style, c'est pas pour faire joli, c'est parce que finalement, quand on va vite, on apprécie moins euh, et on peut moins remarquer les tensions qu'il s'agit de dissoudre. Par ailleurs, on reste en surface, la conscience reste en surface des choses. Si on prend le temps, on descend dans la profondeur de l'appréciation, l'énergie suit l'attention et elle pénètre en profondeur dans les tissus, dans les organes, dans les méridiens. Voilà. Le fait de se synchroniser sur le souffle, ça nécessite finalement qu'il y ait un accord entre le souffle qui ne doit pas être trop rapide, sinon on est essoufflé, et le mouvement qui ne doit pas être trop rapide, pour les mêmes raisons. Si on veut vivre confortablement un certain temps, toujours ce même temps, il faut une certaine durée pour avoir des effets, une durée dans le temps par la régularité et la fréquence, on l'a déjà évoqué, mais aussi une durée de l'exercice. Si vous faites un exercice 3 minutes ou 30 minutes, c'est quand même pas pareil. Et puis une mayonnaise, si vous tapez 3 fois avec votre cuillère dans le pot, vous n'allez jamais monter votre mayonnaise. Il faut taper 300 fois avec votre fourchette pour que la mayonnaise monte. C'est comme ça, il y a des réactions chimiques qui demandent un petit peu d'intensité. Et l'intensité douce, cuire à petit feu, ça ne peut pas être pendant 30 secondes seulement. Il faut cuire à petit feu pendant quelques minutes. Pour le Qigong, on pratique des mouvements lents pendant quelques minutes, qui relèvent de une demi-heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. 10 minutes, c'est déjà pas mal, mais en tout cas, 30 secondes, c'est insuffisant. Même si faire un mouvement en 30 secondes, c'est déjà agréable. Mais bon, ça ne va pas avoir un effet très, très, très profond ni très pérenne. Voilà. Et puis, la lenteur va permettre une présence de l'attention soutenue et maintenue euh, dans tout le fil de l'exercice, ce qui va euh, permettre d'habiter vraiment le mouvement et d'être dans la qualité de présence. Et oui, quand on dit que l'énergie va là où va l'attention, si vous pensez à vos vacances ou à vos préoccupations pendant que vous pratiquez le mouvement, l'énergie elle se disperse à l'extérieur. Si par contre vous êtes attentif à votre corps pendant que vous pratiquerez moins vite et le mouvement sera plus doux parce que vous serez en relation. L'énergie est douce, l'énergie est courbe et l'énergie est sensuelle. Donc si vous êtes dans l'écoute de l'énergie, vous serez doux, sensuel, gracieux, etc., etc. En fait, la lenteur permet la douceur et la douceur permet le relâchement. Le relâchement permet de desserrer et desserrer permet de laisser passer. Comme un tuyau, comme votre cou, si on le serre, vous n'allez pas pouvoir respirer. Si vous voulez respirer, il va falloir qu'on desserre l'étreinte des mains autour de votre cou. Voilà. Par ailleurs, en pratiquant avec douceur, on va soulager les articulations et puis on va pouvoir venir à bout des résistances et des difficultés plus facilement par la douceur de l'eau que par la véhémence du feu ou du vent. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la pratique, si vous voulez bien.